Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Alors, le webinaire va commencer dans quelques instants. Vous pouvez peut-être nous confirmer dans le chat si vous nous entendez bien, si vous voyez bien la présentation. Ok, donc je vois que ça a l'air de fonctionner pour vous, super. On va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter sur ce webinaire. Donc, on va démarrer vers 11h04, 11h05. Voilà. J'en profite pour vous souhaiter à tous une très belle année 2026. Alors, vous êtes très nombreux à vous être inscrits sur ce webinaire, vous êtes très nombreux à nous suivre. Donc, c'est super, c'est une super nouvelle. On va essayer dans la mesure du possible de répondre à vos questions, de répondre à vos interrogations. Donc, vous pouvez évidemment, tout au long de la présentation, poser vos questions dans le chat. Ça sera difficile de répondre à toutes vos questions. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera on récupérera du coup toutes vos questions à la fin du webinaire. On en fera une FAQ qui vous sera envoyée au courant de la semaine prochaine pour répondre aux principales questions qui nous ont été posées et pour que vous ayez des réponses a posteriori. Et à la fin du webinaire, on prendra aussi un petit temps pour répondre à quelques questions. Mais clairement, je ne pense pas qu'on aura le temps pour prendre tous vos points. Donc voilà. Pour ceux qui nous rejoignent, je vois que le nombre de participants augmente doucement. On va patienter jusqu'à 11h05, le temps que les retardataires puissent nous rejoindre, et puis on commencera à 11h05. Je me permets de repréciser, pensez bien à poser vos questions dans l'onglet questions. Il y a 2 onglets sur votre interface. Vous avez l'onglet questions, l'onglet chat. Dans l'onglet chat, notre équipe ne pourra pas vous répondre directement, en fait. Donc, la personne qui est en charge de vous répondre ne pourra le faire que si vous les posez dans l'onglet questions. Donc voilà, je vous invite à privilégier l'onglet questions quand vous avez pour poser vos questions. Vous avez la possibilité de mettre en plein écran également la présentation pour avoir peut-être un meilleur confort pour suivre le webinaire. Il me semble qu'il faut cliquer sur les 3 petits points et passer en mode plein écran. Ça vous permettra d'avoir on va dire un confort de visionnage un peu meilleur. Ok, on va attendre encore une petite minute, puis on va commencer. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous souhaite à tous une très belle année 2026. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Alors, s'il n'y a aucun son, c'est peut-être parce que je ne parle pas pour un moment. Je vois qu'il y a certaines personnes qui s'interrogent sur l'absence de son.
Alors, pensez à bien vérifier votre configuration également. Ok, bon. Super. Bon, merci pour vos confirmations. Alors, on va commencer ce webinaire. Donc, merci à tous de vous être connectés. C'est super de voir autant d'inscrits. Je vais commencer par vous présenter les différents intervenants. Alors, moi, de mon côté, je suis Product Manager pour LexisNexis sur Lexis Poly. Et donc, j'ai à ma charge de réaliser du coup les différents développements logiciels qui vous sont apportés tous les ans et surtout de s'assurer de la conformité des développements qui sont effectués par rapport aux exigences de la DGFiP. Donc, je vais vous présenter je vais revenir un petit peu sur toutes les évolutions qui ont été apportées sur le module des IFU, sur les CERFA et les déclarations 2561 pour l'année 2026. Je suis également accompagné de Clara qui va avoir un rôle plutôt qui va avoir plutôt pour rôle de superviser un petit peu les questions que vous allez poser, qui pourra intervenir aussi en cas de besoin. Et je suis également accompagné de David. Je vais te laisser te présenter, David. Bonjour à toutes et à tous, David Banicom, donc formateur chez Poly. Donc, certaines personnes sûrement qui sont connectées ont peut-être eu l'occasion de me rencontrer lors d'une formation. Donc, ça fait quelques années que je suis sur Poly. Donc, voilà, très bonne année à tous, les meilleurs vœux, puis les meilleurs pour vous tous pour cette nouvelle année. Gauthier, je vois qu'il y a toujours des problèmes de son et d'image pour certaines personnes. Ah, on n'a pas d'image. Juste du chargement des vidéos. Ok. Et ben, je ne sais pas vraiment quoi répondre. Marche. Alors, certains d'entre vous disent qu'ils n'ont pas de soucis. Ok, alors je pense qu'on va malheureusement pas pouvoir s'attarder sur les quelques cas où il y a des problèmes de son et d'image. C'est potentiellement plutôt des soucis en local sur certains postes, pour certains. Oui, ça a l'air d'être ok là. Sur autant de participants, c'est possible qu'il y ait quelques couacs, voilà. Mais je vois que la majorité d'entre vous ont l'air d'avoir une expérience qui fonctionne bien, donc je vais me permettre de continuer. Ok. Alors, je vais vous présenter un petit peu le programme. On va commencer par un zoom sur la campagne 2026 et les changements apportés sur les formulaires. Puis, je vais vous présenter aussi un petit peu les modifications de paramétrage qu'on a effectuées sur le paramétrage EDI et Je déclare. Je vais vous parler un petit peu du contexte de cette évolution. Et pour rappel, on avait fait un webinaire avec Je déclare en partenariat en décembre, auquel vous pourrez également vous référer si vous avez besoin de plus d'informations. On avait également fait une démonstration de ces changements de paramétrage. Ça peut être un peu plus parlant. On aura également une démonstration, un rappel sur l'utilisation du module de déclaration des IFU, pour lequel je laisserai la main à David. Puis, on prendra quelques questions. On fera un petit rappel aussi également des ressources qui sont à votre disposition pour aborder cette campagne le plus sereinement possible. Et puis voilà. Sur ce sujet, on voulait également rappeler notre offre de formation. Alors, David, je vais peut-être te laisser la main pour la petite présentation de ce qu'on propose en termes de formation. Alors, effectivement, nous avons un catalogue e-learning et nous aurons donc spécialement pour les IFU à partir de la semaine prochaine donc un point e-learning IFU. Et donc, il faudra se rapprocher de votre commercial pour pouvoir bénéficier de cet accès avec la possibilité d'y accéder pendant un mois
donc des offres à voir, hein. Et puis, on a un gros catalogue d'e-learning qui concerne ensuite l'ensemble des possibilités chez Poly, donc options, utilisation, etc. Merci. Dans tous les cas, voilà, on va aborder pas mal, on va aborder en tout cas les sujets en profondeur, hein, sur ce webinaire. Vous aurez à votre disposition le support qui vous est présenté et également, comme je le disais en introduction, mais peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas là à ce moment-là, on fera une petite FAQ à partir des questions qui sont les plus posées pendant le webinaire, qu'on n'aura peut-être pas eu le temps d'aborder en fin de présentation et qui vous sera communiqué courant de la semaine prochaine. Au niveau des communications, restez bien attentifs aux communications in-app qui apparaissent sur Poly, puisque ce sera notre principal mode de communication avec vous pour vous tenir au courant et pour vous informer tout au long de cette campagne IFU. Alors, on va passer à la suite. Alors, je me permets un petit préambule, notamment par rapport à la loi de financement de la sécurité sociale 2026, qui a été promulguée du coup le 31 décembre 2025. À noter qu'il n'y a aucun changement spécifique qui n'est à prendre en compte sur le périmètre des revenus actuellement gérés dans l'Exis Poly pour les déclarations de l'année 2025. Donc, la génération des IFU, elle reste inchangée, elle s'effectue selon les mêmes modalités, les mêmes modes de calcul que la campagne précédente. Je me permets également d'aborder les formulaires 2777. On a un bon nombre d'entre vous qui sont également souscripteurs de cette option. Donc, on est encore en cours d'analyse sur les impacts du projet de loi, ce qui n'est plus un projet de loi, pardon, peut-être que qui ne va pas, sur les impacts de la loi sur ce sujet. Vraisemblablement, du coup, nous aurons effectivement des évolutions qui seront effectuées sur le module des 2777, mais ce ne sera pas le sujet de ce webinaire. Sur ce webinaire, on va vraiment se concentrer sur les IFU pour vous tenir au courant de ces évolutions, de ces éventuelles évolutions. On aura des communications qui seront dédiées fin janvier, en tout cas avant la campagne des 2777 en février. Vous serez bien tenus au courant des impacts de la loi sur la génération des 2777. Voilà. Ceci étant dit, du coup, alors passons sur la campagne des IFU. Au niveau du calendrier, l'ouverture dans Poly s'effectuera le 15 janvier. Et donc, vous aurez jusqu'au 16 février pour déposer vos déclarations initiales. Pourquoi 16 février? Puisque le 15 février tombe un dimanche. Concernant les déclarations rectificatives, vous aurez du 15 janvier au 15 juin. Donc voilà, donc je le répète, 15 janvier, ouverture des IFU pour 2025. Enfin, des IFU 2025 pour la campagne de 2026. Vous avez jusqu'au 15 janvier, si vous le souhaitez, toujours la possibilité de bien mettre à jour vos dossiers, saisir vos différents revenus pour pouvoir générer en toute sérénité vos formulaires à partir du 15 janvier. Sur les formulaires 2561 et 2561 bis, il y a une grosse nouveauté cette année, c'est vraiment l'information à retenir de ce webinaire, c'est l'ajout de 3 nouveaux champs qui correspondent à des données qui sont des données dites complémentaires requises par la DGFiP dans le cadre de la dématérialisation. Nous, on a pris le choix de les matérialiser dans le formulaire qui apparaît sur les interfaces que vous pouvez modifier lorsque vous générez votre formulaire. Mais on vous rassure, étant donné que ce sont des données qui sont nécessaires uniquement à la dématérialisation, elles ne seront pas affichées dans les imprimés CERFA que vous générez une fois votre validation effectuée. On va revenir un petit peu plus dans le détail sur comment on remplit ces champs dans les slides suivantes. Pour l'instant, je suis juste sur l'introduction de ces 3 données. Donc, pour tout type de bénéficiaire, on va retrouver le bureau distributeur de l'adresse du bénéficiaire.
donc l'adresse de résidence ou l'adresse de domiciliation. On va également retrouver la notion de code officiel géographique, qu'on peut aussi appeler code INSEE. Ce qui est demandé par la DGFiP, c'est ce code pour la commune du bénéficiaire, donc la commune de résidence ou la commune de domiciliation du bénéficiaire, ou le code officiel géographique du pays pour les adresses à l'étranger. On va revenir également sur cette notion. Et enfin, pour les bénéficiaires personnes physiques uniquement, nous est demandé le code officiel géographique de la commune de naissance du bénéficiaire, ou, selon la même logique, le code officiel géographique du pays si l'adresse de naissance est située à l'étranger. Alors, comment c'est matérialisé au niveau du formulaire? On a rajouté du coup 3 cases dans la partie désignation du bénéficiaire et complément d'identification du bénéficiaire. Et donc voilà, on retrouve le bureau distributeur de la commune de résidence de domiciliation, le code officiel géographique de cette même commune. Comme je le disais tout à l'heure, si l'adresse est située à l'étranger, le code officiel géographique prendra la valeur du code officiel géographique du pays étranger, ainsi que le bureau distributeur, il prendra la valeur du pays étranger. Et le code officiel géographique de la commune de naissance, qui n'est obligatoire que pour les personnes physiques, qui répond à cette même logique. Si la commune de naissance est située à l'étranger, le code prendra la valeur du code du pays en question. Donc ces données, elles apparaissent sur un fond un peu bleu clair. On a également un petit 1 qui redirige en bas du formulaire vers des explications sur ce que représentent ces données, pourquoi elles sont obligatoires. Vous verrez, vous avez aussi un point d'interrogation sur lequel vous pouvez cliquer, sur lequel vous aurez quelques informations aussi complémentaires pour bien comprendre comment remplir ces champs. Et puis des accès aussi vers des ressources pour pouvoir vous aider à remplir ces différents champs. Alors, comment remplir ces données? Donc, toutes ces informations sont tirées du cahier des charges qui nous est fourni par la DGFiP. Cahier des charges que vous pouvez consulter si vous le souhaitez. Il est en accès libre à partir du site web de la DGFiP. Et donc, ce qui nous a indiqué sur le bureau distributeur. Donc, sur le bureau distributeur relatif à l'adresse de résidence ou de domiciliation. Ce que nous indique la DGFiP, c'est que dans la majorité des cas, ce champ peut être rempli avec le nom de la commune en lettres majuscules, tout simplement. Que pour les adresses étrangères, par contre, il doit être renseigné du nom du pays en lettres majuscules également. On a certains cas particuliers qui peuvent représenter certains cas de distribution particuliers, mais ils ne sont pas indiqués dans le cahier des charges de la DGFiP. Donc, ça sera à votre discrétion de vous renseigner si vous pouvez avoir sur certaines de vos déclarations, certains de vos IFU, des cas de distribution particuliers qui appelleraient à ne pas suivre la règle générale qui est donnée par la DGFiP, qui est de remplir cette donnée par le nom de la commune de résidence de domiciliation en lettres majuscules. Mais vraisemblablement, ce sont des cas qui sont assez rares. Concernant le code officiel géographique, donc on l'appelle de plusieurs manières, comme je le disais tout à l'heure, code officiel géographique, COG, c'est l'acronyme, ou code INSEE, qui est aussi un terme qui est beaucoup repris. Donc, en l'occurrence, ce qui est demandé par la DGFiP, c'est dans la plupart des cas le code officiel de la commune qui est délivré du coup par l'INSEE. Dans les interfaces Poly, vous verrez, on vous a mis aussi le lien vers l'outil, le site officiel de l'INSEE pour pouvoir déterminer le code INSEE. Et puis, on va y revenir aussi dans la slide suivante, on a mis en place les systèmes nécessaires pour pouvoir le déterminer directement dans les fiches personnes des bénéficiaires. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Lorsque vous remplissez correctement votre fiche personne, le code INSEE sera déterminé automatiquement. Ce code INSEE, du coup, il a à renseigner pour l'adresse de résidence, de domiciliation, pour les personnes physiques
pour l'adresse de naissance. Si ces adresses sont situées à l'étranger, c'est le code INSEE du pays qui doit être saisi. Petite information également, si le code ne peut être déterminé, il est possible de saisir 5 zéros dans à cet endroit-là. Cette solution, elle est indiquée comme devant être exceptionnelle et utilisée uniquement en cas d'impossibilité de votre part de pouvoir déterminer l'adresse complète du bénéficiaire. Voilà, donc c'est ce que précise la DGFiP. Ce cas a priori rare ne peut donc en principe intervenir qu'en présence d'une adresse incomplète du bénéficiaire dans le système d'information ou dans le registre du déclarant. En tout cas, ces 3 zones devront être complétées pour valider le formulaire dans Poly. Alors, comment vous allez pouvoir déterminer ces données? Pour vous aider dans la complétion du formulaire, on a complété le fonctionnement du module adresse dans les fiches personnes physiques, fiches personnes morales. Ce qui veut dire que ces données seront calculées automatiquement à partir des informations que vous saisissez dans la fiche personne du bénéficiaire. Donc, où est-ce que cette donnée pourra être retrouvée? Dans coordonnées adresse pour toutes les personnes et également dans détails adresse de naissance pour les personnes physiques, puisqu'on l'a vu, ce qui nous est demandé par la DGFiP, c'est également le code officiel géographique pour la commune de naissance. Donc sur votre gauche, vous pouvez voir un petit exemple de complétion d'une adresse. Et vous voyez, si je saisis Royaume-Uni dans le pays, on va retrouver dans la vue IFU le code officiel géographique qui s'inscrit correctement, ainsi que le bureau distributeur par rapport à la saisie qui a été faite dans la partie classique. Donc, ce qui est très important pour vous, c'est de sélectionner, lorsque vous saisissez une adresse, de correctement sélectionner un code postal ou une commune dans la liste déroulante qui vous est proposée. C'est ce qui va permettre à Poly de déterminer par la suite toutes les données qui sont nécessaires, telles que le code officiel géographique, le bureau distributeur. Normalement, vous n'avez à le faire que pour l'un ou l'autre des champs qui vous sont proposés. Donc, si vous choisissez un code postal, vous avez également la commune qui vous est proposée au moment du choix du code postal. Et derrière, en cascade, ça va venir alimenter les champs de manière cohérente par rapport à cette saisie. Idem, si vous voulez passer plutôt par la commune, vous aurez du coup les différents champs qui seront alimentés en cascade. Mais ce qui est très important, c'est de ne pas forcer l'entrée, c'est-à-dire faire une saisie où vous n'avez pas tabulé ou correctement sélectionné une des propositions de la liste déroulante. Si vous avez une inquiétude par rapport à cette saisie, vous avez toujours la possibilité du coup de consulter la vue IFU où vous allez avoir les différents champs au format requis par la DGFiP qui vont s'afficher. Donc c'est ce qu'on voit sur la capture d'écran en bas. Lors de la livraison de la version IFU 2026, vous verrez un module qui sera un peu plus complet d'un point de vue de l'adresse, où on vous proposera également des avertissements si Poly détecte des incohérences, des valeurs qui ne sont pas remplies, qui ne sont pas saisies. Donc dans ces cas-là, il y aura un petit panneau d'exclamation qui apparaîtra à côté du terme IFU. Et lorsque vous cliquez dessus, vous verrez un peu de détails sur quelles sont les anomalies qui ont été détectées par Poly sur la saisie de l'adresse. Voilà. Pensez à bien vérifier du coup le format de l'adresse sur le module IFU. Et donc pour les adresses situées à l'étranger, il vous suffira simplement de bien remplir le champ pays ou com en saisissant du coup le pays étranger. Ça nous permettra, et ça permettra à Poly du coup derrière, de recalculer le code officiel géographique et le bureau distributeur en se basant du coup sur cette donnée. Si vous souhaitez un peu plus de détails, on a également créé un article qui est dédié du coup aux données nécessaires dans le cadre de la dématérialisation. Pour rappel, le support vous sera envoyé, donc vous pourrez cliquer, vous pourrez accéder à cet article. Donc voilà.
Autre actualité, c'est la fin du support physique pour les déclarations monégasques. Donc, je ne sais pas si vous avez aussi vu cette information. Donc, pour la campagne déclarative 2026, les institutions financières monégasques ne pourront plus déposer leur déclaration TDR-CM sur support physique, mais devront passer par la procédure habituelle sur le portail TD du site impôts.gouv. Donc, pour ceux qui sont concernés, vous pourrez générer vos déclarations sur Lexis Poly, sélectionner la procédure TDR-CM et les déposer sur le portail sécurisé TD sans avoir du coup à générer les fichiers annexes que vous deviez générer auparavant, ou tout simplement aussi voilà, saisir manuellement ces informations sur TD. Donc, dans Lexis Poly, comment ça se matérialise? Tout simplement, en fait, on a arrêté de vous proposer ces fonctionnalités, du coup, les fonctionnalités qui sont spécifiques pour les déclarations monégasques. C'était la possibilité d'éditer le bordereau d'envoi, la possibilité d'éditer le certificat d'authentification, et également, on a enlevé la possibilité de désactiver le cryptage. Ça, c'était une option pour pouvoir, qui était nécessaire d'activer pour pouvoir générer des déclarations lisibles pour les déclarations monégasques pour les impôts. Donc voilà, cette option ne sera plus possible désormais. J'aimerais également revenir sur la mise à jour du paramétrage du partenaire EDI. Je sais que ça ne concerne pas tout le monde, mais pour certains d'entre vous qui ont souscrit au service de Je déclare et qui souhaitent du coup utiliser leur service cette année. Par rapport à l'année dernière, on a effectué du coup une évolution où nous avons revu un petit peu le fonctionnement pour la saisie des identifiants compte de flux et mot de passe du compte de flux. Donc désormais, ces informations doivent être saisies et stockées dans la configuration site et cabinet. Et lorsque vous souhaitez effectuer un export, c'est la configuration qui a été enregistrée au niveau du site ou au niveau du cabinet qui sera utilisée pour router, pour envoyer la déclaration sur la configuration, le compte de flux qui a été saisi dans votre configuration. Pour repréciser un petit peu le contexte de cette évolution, en fait, ça vient vraiment d'une demande de notre partenaire Je déclare, c'était une exigence de sa part pour améliorer du coup la sécurité de ces informations qui sont des informations effectivement sensibles. Et donc, voilà, le fait de pouvoir le stocker dans la configuration, ça permet, en occultant du coup les caractères qui sont saisis, ça permet de bien sécuriser identifiant et mot de passe, de faire en sorte que ce ne soit pas des informations qui circulent, et puis également de faire en sorte que ce ne soit pas des informations que vous ayez à saisir systématiquement à chaque export. Voilà. Si vous n'êtes pas client jedéclare.com, est-ce que vous pourriez utiliser cette année les services d'un autre partenaire EDI? Pour le moment, le seul partenaire EDI pour lesquels nous avons une intégration, c'est jedéclare.com. Donc, il ne sera pas possible de télécharger vos déclarations en format EDI et utiliser un autre service. En tout cas, un autre partenaire EDI. Pour plus de détails sur ce sujet, on a fait un webinaire avec Je déclare. Donc, n'hésitez pas à consulter le replay. Vous aurez du coup le lien vous pourrez y accéder dans la présentation. Voilà, c'était l'essentiel de ce que j'avais à vous présenter sur les nouveautés pour cette année.